C'est le retour de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Dans 10 minutes, cap sur les États-Unis pour le Washington Bureau. Mais pour l'heure, le journal présenté par Régis Kofi. Voici les titres. Le nouveau Premier ministre bissau-guinéen remercie le président Alassane Ouattara pour son soutien dans la sortie de crise de son pays. Aristide Gomes a échangé avec le chef de l'État ivoirien ce jeudi. Les pays africains ont entamé une dynamique de croissance forte et soutenue. Pour maintenir cet élan, il faut nécessairement améliorer la compétitivité de nos économies. C'est ce que pense le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'ouverture du séminaire sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest, ouvert hier à Abidjan. L'exploitation minière artisanale présente beaucoup de risques. Les orpailleurs utilisent des produits chimiques très dangereux et à la base de plusieurs conséquences. Nous irons dans le IFU dans cette édition. C'est notre dossier du jour. Et puis, crise à Madagascar. Les forces de l'ordre interviendront si le gouvernement et l'opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose, avertit le ministre de la Défense malgache, Béni Xavier. Bonjour Régis. Bonjour Rachel. Après sa nomination, le Premier ministre de Guinée-Bissau est venu remercier le président Alassane Ouattara pour son soutien dans la sortie de crise de ce pays. Le nouveau chef de ce gouvernement de consensus doit conduire la Guinée-Bissau vers des élections. Il a échangé donc ce jeudi avec le président de la République. Aristide Gomes donne le sens de sa visite à Abidjan. Cette démarche qui est la mienne est une démarche incontournable parce que la Côte d'Ivoire est toujours restée du côté de la Guinée-Bissau et a toujours pu accompagner la Guinée-Bissau dans des moments difficiles. Je me rappelle bien, par exemple, quand il s'agissait d'intégrer la zone du UEMOA, le président Ouattara, en tant que vice-directeur du FMI, nous a accompagnés, nous a reçus à Washington et il a eu un rôle essentiel dans ce processus. Et aujourd'hui, dans le cadre de la CEDEAO, le président Ouattara demeure toujours la clé de voûte de ce processus d'accompagnement de la Guinée-Bissau en vue de la stabilisation pour que la Guinée-Bissau puisse se retrouver dans ses efforts de reconstitution de l'État en vue d'un développement économique et social. Un séminaire sous-régional sur la compétitivité s'est ouvert ce jeudi en vue de booster l'économie des États membres de la CEDEAO. Ce sera l'occasion au cours de cette rencontre de réfléchir sur les voies et moyens en vue de doter nos États d'infrastructures plus compétitives. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à ce rendez-vous a noté une forte croissance des économies africaines. On l'écoute. Les pays africains en général et d'Afrique de l'Ouest en particulier ont entamé une dynamique de croissance forte et soutenue au cours de la période 2000-2015. Le taux annuel moyen de croissance de la production réelle a été de 5% sur cette période et la place de l'Afrique dans le PIB mondial est passée de 1% en 2001 à plus de 4% en 2014. Des réformes économiques vigoureuses, entreprises ainsi que des niveaux d'investissement public et privé soutenus ont assuré la réussite économique de la région. Pour maintenir cette dynamique de croissance et offrir plus d'opportunités à notre jeunesse et nos entreprises, les leaders africains, le secteur privé et les experts du développement sont unanimes sur la nécessité pour les pays africains d'améliorer leur compétitivité. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire a une note de A-, selon l'agence de notation Bloomfield Investment. Cette note, suivie d'un rapport, a fait l'objet d'un débat. À cette rencontre, les atouts et les faiblesses du pays dans certains secteurs de son économie ont été présentés. Les résultats du rapport révèlent que beaucoup a été fait, mais certains secteurs nécessitent un intérêt de l'État. Stanislas Zézé, directeur général de Bloomfield Investment. L'objectif, c'est de réunir le secteur privé et le secteur public, discuter autour de cette plateforme, de ce rapport que nous avons sorti et permettre aux autorités de la Côte d'Ivoire d'avoir une sorte d'orientation sur les problématiques qui sont posées dans l'environnement des affaires et leur permettre de mettre en place des politiques publiques pour adresser justement ces problématiques-là. On a noté la Côte d'Ivoire qui est notée A- et nous sommes dans le processus de réévaluation et la note A- à long terme dit que la Côte d'Ivoire représente un risque faible en devise locale, en monnaie locale. Nous pensons qu'il y a des secteurs comme le secteur de la santé et le secteur de l'éducation où il y a eu déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a encore davantage à faire pour améliorer la qualité des infrastructures et la qualité même des contenus. Et nous pensons qu'aussi il y a un travail à faire du côté de l'agriculture qui commence à avoir une certaine résilience vis-à-vis du climat.
Le ministère de l'Industrie et des Mines lutte contre l'orpaillage clandestin tout en réorganisant la filière minière en Côte d'Ivoire. Un atelier sur le contrôle de la production minière, de l'exploitation et de la fiscalisation de l'or brut s'est ouvert à Grand-Bassam. Guillaume Niamien est le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Le secteur minier ivoirien est en train de connaître une dynamique importante. Il est évident que lorsqu'on a cette dynamique, il faut maîtriser l'ensemble des flux de production et s'assurer qu'il y ait une adéquation entre ce qui est déclaré et ce qui est effectivement produit. On note par exemple au niveau de l'or qu'en 5 ans, nous sommes passés de moins de 10 tonnes à environ 25 tonnes d'or. Cette production nécessite de plus en plus d'activités de coulée et nécessite aussi de plus en plus qu'un processus de contrôle des quantités qui sont déclarées se mette en place. C'est dans ce sens que le ministère, après avoir travaillé sur la réglementation pour favoriser la production, est en train de travailler pour mettre en place les instruments d'un contrôle plus efficace pour nous assurer que les quantités qui sont extraites de notre sous-sol sont effectivement les quantités qui sont déclarées par les opérateurs. Un atelier de validation des résultats de la revue globale sur les dépenses publiques dans le secteur agricole s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. L'objectif est d'évaluer l'impact de ces dépenses sur l'agriculture ivoirienne. Une étude conduite par la cellule d'analyse des politiques économiques. La direction des assistances aux réfugiés et apatrides outille nos forces de l'ordre sur les différentes thématiques relatives à la protection internationale. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé à l'attention des sous-officiers et officiers des commissariats et gendarmeries d'Abidjan sur comment assurer la protection des 1655 réfugiés de diverses nationalités qui vivent en Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. Et oui, le dossier du jour, on le disait en titre, l'exploitation minière artisanale présente beaucoup de risques. Les orpailleurs utilisent des produits chimiques parfois très dangereux à la base de plusieurs conséquences. Honorine Niaré, depuis Daoukro, nous en parle. L'exploitation minière artisanale de l'or concerne aujourd'hui de nombreux villages de la région de Lifou, en dépit des méthodes utilisées. Sur les sites d'orpaillage clandestin, des produits chimiques toxiques sont utilisés, nous explique ici l'un des experts en mine en visite sur des sites clandestins d'extraction de l'or dans le département de Daoukro. Ce qui est alarmant, c'est qu'ils détiennent même des produits les plus dangereux. Le cyanure, il fait descendre l'or comme un liquide et il recueille maintenant, ils s'en vont faire les lingots. L'expert en mine tente de préciser que l'extraction clandestine de l'or dégrade le sol du fait des produits toxiques utilisés. Les roches broyées, le cyanure est dedans, donc du coup c'est toxique. Le sable est pollué. L'eau qu'ils utilisent, que ce soit dans les puits, les barrages, et ils s'en vont les déverser non traitées. Ça s'infiltre dans le sol et du coup la zone devient polluée. Les récoltes sont également entachées par ces produits chimiques dangereux pour la santé de l'homme. Nos parents vont cultiver cette parcelle-là par ignorance. Ils vont manger. Tout ce qui va sortir de là est pollué. Aujourd'hui, la pompe, l'hydraulique villageoise, c'est là-bas que les gens s'en vont puiser l'eau. Mais est-ce qu'ils ont un moyen de contrôle pour voir si le seau qu'ils utilisent pour puiser l'eau pour mettre sur le produit, ce seau-là n'est pas contaminé? Les conséquences sont d'autant plus importantes que les artisans miniers sont aussi menacés. Quand il pleut comme ça, l'émanation de gaz, tu respires ça, tu meurs. Ce sont ces produits-là qui provoquent les malformations, la grossesse. Parce que le cyanure, lui, il t'empêche même de respirer. Et c'est très rapide, tu meurs. Ceux qui sont sur le terrain en train de creuser, leur santé est en danger. Pour l'honorable Akoto Olivier, cette activité rime avec insécurité et désordre. Le phénomène a pris le village de Koutoukounou et c'est des milliers de clandestins qui ont envahi ce village. Chaque jour que Dieu fait, c'est des coupeurs de route qui prennent les pistes de Daoukro, des viols, des attaques à main armée. Les populations vivent aujourd'hui dans une psychose. Nos jeunes ont abandonné les travaux champêtres, les salles de classe. D'où son appel pour une bonne visibilité de cette activité qui gangrène à toute la région. Le malaise est profond. Malheureusement, quand l'argent est au devant, il y a des chefs de village, nos parents, des personnalités qui sont complices de ces fléaux. Nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a un phénomène qui est en train de gangréner Daoukro et Daoukro ne mérite pas ça. Face donc à ces multiples effets dévastateurs sur l'environnement et les populations, il appartient aux uns aux autres d'agir rapidement afin de sauver ce qui reste de la région de Lifou, confronté à ce mal pernicieux, l'orpaillage clandestin. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense malgache, Béni Xavier, a menacé de faire intervenir les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre interviendront si le gouvernement et l'opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose. Le 25 mai, on se rappelle, la haute cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a donné 7 jours au président Heri Rajaonarimampianina pour nommer un premier ministre de consensus. Mais pour l'instant, les négociations entre le gouvernement et l'opposition qui exigent depuis plus d'un mois dans la rue la démission du président sont au point mort. L'armée sort donc de sa réserve. Il s'agit peut-être d'un tournant. Au terme de 2 jours d'intenses tractations diplomatiques, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui rencontrait à New York Kim Yong-chol. Oui, Kim Yong-chol, c'est le bras droit du leader nord-coréen. Mike Pompeo s'est dit raisonnablement optimiste quant à une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Beaucoup de travail reste à faire, a-t-il aussi relativisé. L'émissaire nord-coréen doit se rendre à Washington ce vendredi 1er juin pour remettre une missive au président Trump. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Remercie à vous, Régis Coffi, et sans plus attendre, nous mettons le cap sur Washington pour retrouver Roger Billon. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, Memorial Day et découverte d'une poche de pauvreté aux États-Unis, la ville de Buffalo. Bienvenue à Washington DC. VOA Afrique en direct de Washington. Journée de souvenirs partout aux États-Unis à l'occasion du Memorial Day, observé le dernier lundi du mois de mai. À cette occasion, les Américains ont rendu hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est aussi le début de la période estivale. Eric Manierakiza. Comme à l'accoutumée, le président Donald Trump s'est rendu au cimetière militaire d'Arlington pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le chef de l'exécutif américain dit avoir foulé le sol sacré d'Arlington pour honorer les vies et les actes des plus grands héros américains. C'est en 1971 que le Congrès a fait du Memorial Day un jour férié et fixé sa commémoration au dernier lundi de mai. Des gerbes et couronnes de fleurs sont posées, des remerciements offerts et les têtes baissées en hommage à ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour la patrie et morts au combat, toutes guerres confondues. De la guerre d'indépendance au dernier conflit du XXIe siècle, guerre d'Irak ou d'Afghanistan, en passant par la guerre de sécession, les 2 guerres mondiales, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. La guerre de sécession, par exemple, a fait plus de 550 000 victimes. Depuis la Première Guerre mondiale, les corps de plus de 85 000 soldats américains n'ont jamais été retrouvés. Les événements organisés pour le Memorial Day sont divers et vont de manifestations sportives comme la course automobile Indy 500 à Indianapolis au défilé et concerts à travers le pays. Il y a aussi un rendez-vous baptisé Rolling Thunder, le nom d'une opération de lourd bombardement américain contre le Vietnam du Nord. Des dizaines de milliers de motards anciens combattants ont défilé dimanche à Washington avec en tête un même mot d'ordre, nous n'oublierons jamais. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Les États-Unis sont certes le pays le plus riche au monde, mais quelques 45 millions de personnes y vivent sous le seuil de pauvreté. À Buffalo, dans l'État de New York, une localité autrefois très riche, les temps sont devenus plutôt durs. Abdourahmane Dia. Buffalo, la 2e plus grande ville de l'État de New York, est de cette partie des États-Unis, durement affectée par le déclin de l'industrialisation. Cela en fait l'une des villes les plus pauvres des États-Unis, nous dit l'historien Mark Goldman. Entre 75 et 80% des enfants dans nos écoles sont éligibles au repas gratuit, peut-être l'un des taux les plus élevés dans le pays. C'est très élevé à New York aussi, mais c'est un phénomène national. Goldman, un natif de New York, vit à Buffalo depuis plus de 50 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les hauts et les bas de l'économie locale. Et pourtant, il y a de quoi être fier, dit-il. Lorsque le canal Erie a été ouvert en 1825, il est devenu une voie fluviale de New York au Grand Lac, favorisant le développement économique des États-Unis. À partir de 1900, Buffalo était devenu un important centre industriel dans le pays. Acier, charbon, chemin de fer, tout ce qui est lié à l'industrie lourde
et ensuite l'automobile. Mais tout cela a commencé à s'écrouler dans les années 80. Le secteur industriel a commencé à chuter rapidement dans des villes comme Buffalo, Cleveland, Pittsburgh et Detroit. Aujourd'hui, plus de 31% de la population à Buffalo vit en dessous du seuil de pauvreté, soit moins de $24 000 par an pour une famille de 4 personnes. George Arthur est le patron du musée Nash House, une référence dans la communauté afro-américaine de la ville. Il est témoin de la fermeture des usines et de son effet sur les minorités. Avec les industries qui commençaient à quitter pour aller s'implanter à l'étranger, le taux élevé du chômage touchait les minorités. Ces populations étaient celles qui étaient les plus touchées. Le taux de chômage à Buffalo se situe aujourd'hui à 6,4%, donc au-dessus de la moyenne nationale. Mais le photographe James Cavanaugh garde espoir. Donc on voit certaines photographies comme ces 2 grandes aciéries qui étaient à Buffalo pendant longtemps et ont employé des dizaines de milliers de personnes. Et c'est fini tout ça. Certains diront que c'est mauvais, nous avons perdu cette vocation industrielle, mais en même temps, ces sites sont maintenant utilisés pour de l'industrie légère, de la distribution et de la technologie moderne. Malgré les difficultés, Buffalo se remet peu à peu, donnant espoir et de nouveaux emplois à ses nombreux habitants. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation, Georges Léonard Sagno. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA.